Sleeping Dogs se déroule dans un Hong Kong contemporain, divisé en plusieurs quartiers densément peuplés, entre néons, marchés à ciel ouvert, docks industriels et ruelles étroites, où la vie et la mort se croisent sans cesse. Nous y jouons Wei Shen, un policier sino-américain originaire de Hong Kong. Avant le jeu, on apprend que Wei a vécu une partie de sa vie à San Francisco, où il a reçu une formation et est devenu policier. Il a appris les arts martiaux, le tir et la conduite. Dès la scène d'ouverture, Wei est introduit dans le monde de manière explosive. Il participe à une opération policière qui tourne mal au Victoria Harbour, une zone portuaire animée de Hong Kong, et se retrouve arrêté avec un trafiquant de drogue. Et c'est à ce moment-là, dans une cinématique, que la police révèle que cette arrestation est en réalité une opération planifiée. Wei n'est pas un criminel, mais un agent infiltré qui va se servir de cette arrestation pour entrer dans l'un des groupes criminels les plus puissants de la ville, les Sun On Yee, une faction inspirée de la triade réelle Sun Yeon. Donc déjà, le jeu nous prend à contre-pied. Quand on lance le jeu, on peut simplement se dire qu'on a un personnage criminel. Dès qu'il se fait arrêter et qu'il est convoqué dans un bureau seul, là on comprend qu'en fait, il n'en est rien. On joue un agent infiltré. Avant d'aller plus loin, je tenais à dire que c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. C'est un GTA-like, donc un jeu à la GTA où on peut faire à peu près ce qu'on veut, un grand monde ouvert avec des missions, des quêtes annexes, des trucs aussi drôles que le karaoké. Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais, tout de verre et d'acier. Je prends mon job, un rail de coke, un café. De l'autre côté. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Mais surtout, je voulais insister sur le fait que même si vous connaissiez pas le jeu, c'était intéressant de venir comprendre, découvrir et surtout voir un angle philosophique du jeu. Parce que en fait, le jeu nous fait passer des messages subtils. Et je voulais en faire une vidéo pour les analyser parce que j'ai jamais vu personne le faire et je pensais que ça pouvait être intéressant. Bon, après avoir dit ça, on retrouve Wei en prison. Et à ce moment-là, Wei retrouve Jackie Ma, un ami d'enfance qu'il croyait perdu. Jackie est maintenant membre d'un gang affilié au Sun On Yee, appelé le Water Street Gang. Il est jovial, loyal et voit en Wei quelqu'un de fort sur qui compter. Jackie le présente à Winston Choo. Et non, il ne s'agit pas d'un putain de paquet de cigarettes, mais d'un mec qui a le corps pour t'envoyer une droite et te tuer immédiatement. Il est un membre éminent des Sun On Yee, un Red Paul, c'est-à-dire un haut lieutenant respecté. Et Wei rencontre aussi son bras droit, Conroy Wu. Winston, intrigué, ne fait pas confiance tout de suite à Wei, mais accepte de lui confier des missions pour prouver sa loyauté. Ses premières missions sont souvent brutales. Nous nous retrouvons à devoir régler des conflits entre les gangs, reprendre des territoires et éliminer des menaces pour les triades. Et tout ça, évidemment, sans jamais révéler qu'on est policier. Dans ces missions, Wei commence par rencontrer un autre groupe rival, le Jad Gang, dirigé par Dog Eyes, qui fut autrefois un ami de Winston. Ces rivalités plongent le joueur dans des combats de rue, des négociations tendues et l'utilisation de la force comme preuve de loyauté. C'est ici très tôt dans l'histoire que l'infiltration cesse d'être un simple travail pour devenir un conflit intérieur. Wei doit accomplir des actes délictueux pour gagner sa place, ce qui brouille immédiatement la frontière entre sa mission de policier et les crimes qu'il commet en tant que membre appartenant des Sun On Yee. Alors qu'il accomplit ses missions, Wei gagne progressivement la confiance de Winston Choo. So who's supplying you?
Are you guys actually listening to this asshole? He's a rat. He's a fucking rat. 你咁冇狗用嘅垃圾 ！You're still working for that bastard, aren't you？係咪啊 Wait, Winston, I swear. I was a dirty fucker, 我發誓唔係我，唔係我。Il est témoin des rituels internes de la triade, des codes d'honneur, des rites de passage et des dynamiques de pouvoir au sein du gang. Et un moment après, dans l'histoire, évidemment, je passe rapide, il va y avoir une attaque perpétrée par des rivaux, la triade nommée 18K, et ils vont venir lors du mariage de Winston. À ce moment-là, Winston fait énormément confiance à Wei, et le gang est plutôt bien. Sauf que, au moment de son mariage, les 18K vont arriver. Stay down, bitch！ 放過你。屌鳩佢啊！捉佢啊！Les 18K vont commencer à éliminer chacun de nos gars. Y compris Winston lui-même qui va se faire descendre pendant son mariage. Winston! Shit! Ah! Winston! Winston! Fuck! Ah, shit. Peggy. Ce qui va bouleverser profondément la structure interne. Et à ce moment-là, notre personnage va prendre et transporter Oncle Po, le chef suprême des Sononi, et ça jusqu'à l'hôpital le plus proche, ce qui lui vaut d'être nommé à la place de Winston comme Red Paul du Water Street Gang, une position de pouvoir au sein de l'organisation. Par ce point du récit, on comprend que Wei est devenu, du point de vue des triades, un membre à part entière de la Sononi, respecté et influent, mais paradoxalement, il est aussi un agent de police, responsable de crimes au nom de la justice. Les missions qui suivent impliquent des conflits internes avec d'autres factions ou leaders comme Henry Big Smile Lee qui cherche à diriger les Sononi. Il va mener plusieurs opérations obligeant notre personnage à engager des violences encore plus intenses pour préserver la position qu'il s'est forgée. À la fin de cet arc narratif, notre personnage Wei Shen est en fait profondément immergé dans la triade qu'il devait démanteler. Il ne revient plus seulement en tant qu'agent infiltré, mais comme un acteur central de la vie criminelle de Hong Kong, faisant des choix qui influent directement la vie de ceux qui l'entourent. Et c'est ici que le récit commence réellement à poser les questions philosophiques qui nous intéressent pour la suite. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un dernier détail, peut-être le détail le plus important, ou du moins celui qui a marqué beaucoup de joueurs. Alors que Wei progresse dans les rangs de la Sononi, sa relation avec Jackie Ma, son ami d'enfance, devient l'un des fils émotionnels les plus forts du récit. En fait, Jackie n'est pas un chef de gang ou un stratège, il est petit, vif, loyal et profondément admiratif de Wei. Il a toujours été gentil avec lui depuis leur enfance dans les quartiers pauvres de Hong Kong. Donc en fait, Jackie, c'est un bon gars. Jackie, let's go! Jackie, let's go! Come on! Let's move! Jackie, c'est pas un gangster, c'est un mec sympa. Et au fil des missions, Jackie se retrouve aux côtés de Wei. Il participe à des opérations de plus en plus périlleuses et commence à réfléchir sérieusement à ce que signifie sa vie au sein de la triade. Il exprime à plusieurs reprises qu'il aspire à une vie plus simple, loin de la criminalité, et qu'il souhaite rester auprès de Jiu Mei, sa compagne. Mais la situation politique entre les factions de la Sononi dégénère. Après la mort de Oncle Po, une lutte de pouvoir secoue l'organisation. Big Smiley, l'un des Red Paul ambitieux, commence à
s'installer à la tête de la triade. Il organise attaques et manipulations pour éliminer ses rivaux et asseoir son influence. Dans ce climat de suspicion et de violence, Lee tente de piéger Wei en faisant kidnapper Jackie. Et dans une première confrontation dramatique, Jackie est enterré vivant par des hommes de la faction rivale avant d'être secouru par Wei dans une scène de mission intense. Mais après avoir été libéré, Jackie pense enfin pouvoir quitter la vie de triade comme il le souhaitait et convaincre les Senoni de le laisser partir. C'est alors qu'il nous appelle et qu'il nous demande de le rejoindre dans une ruelle sombre de Central, nous promettant de nous montrer quelque chose d'important. Et quand notre personnage Wei arrive sur place, on retrouve le corps de Jackie, pendu à des tuyaux, le ventre ouvert et mutilé, clairement assassiné par Liu Chen-tong, un exécuteur brutal au service de Big Smiley, envoyé pour punir l'ami de Wei et attirer Wei dans une embuscade. C'est alors qu'on tente d'intervenir, mais qu'on se retrouve assez vite assommé par un assaillant. À notre réveil, on se retrouve torturé par Tong lui-même. Cet événement est l'un des tournants les plus sombres du jeu. L'ami qui représentait la dernière parcelle d'humanité et de loyauté de Wei est désormais mort, non pas dans un combat honorable, mais comme le prix à payer dans une guerre de gang sans pitié. Mais heureusement, contrairement à Jackie, nous parvenons à nous libérer de nos liens. Guys, he got out! Gotta call Tom! I suppose I should be impressed. You defeating my men like that. I am not. Now, where were we? C'est alors que notre personnage agile et fort affronte Li Chen-tong, vengeant alors la mort de Jackie. Lee will simply wipe you out. Fuck you! I'm sorry, Jackie. Après avoir raconté l'histoire de manière résumée, sans entrer trop dans les détails, vous avez pu comprendre, je pense, qu'il y a des dilemmes moraux. C'est pour ça qu'on va se concentrer désormais sur la synthèse philosophique et la conclusion de l'expérience que vit le joueur. À la fin de Sleeping Dogs, Wei Shen a atteint les plus hauts rangs des Senoni et a simultanément rempli sa mission de police. Mais cette victoire est en fait vide et complexe, car il a perdu des amis chers, notamment Jackie Ma, son ami d'enfance, symbole de l'innocence et de loyauté, qui, on peut le dire, n'était pas un méchant ni un gros gangster. Notre personnage a accompli des actes criminels qui ont brouillé son identité de policier. On est désormais un personnage transformé par nos choix et par les contraintes du système. C'est alors qu'une question nous vient, peut-on parler de victoire lorsque chaque succès exige des sacrifices humains et moraux? La conclusion dramatique de l'histoire illustre une forme de tragédie moderne. Selon la question bien connue, la fin justifie-t-elle les moyens
lorsque la vie et l'humanité sont détruites en cours de route. Le parcours de Wei Shen montre que l'identité est fluidifiée par les rôles et les obligations. Le joueur voit comment chaque mission, chaque combat et chaque décision construit une nouvelle identité. En fait, l'infiltration nous transforme en criminels aux yeux du monde. Nos liens avec Jackie et les triades ajoutent une dimension émotionnelle qui contredit nos obligations policières. En fait, malgré nous, on finit par s'attacher à eux. Notre confrontation finale avec Big Smiley et les ennemis internes montre que l'identité et la loyauté sont constamment testées. Ce qui pose encore une autre question. Quand la survie, la loyauté et la loi entrent en conflit, qui reste-t-il vraiment de nous-mêmes? Cette réflexion dépasse le jeu. Elle touche à la notion universelle de l'individu confronté aux systèmes sociaux et aux pressions morales internes. La dualité triade-police révèle que la morale est contextuelle. Les triades ont leur propre code, offrant un sens et des relations humaines malgré leurs crimes. La police, elle, est froide et bureaucratique. Et ça, on le voit dans beaucoup de cinématiques du jeu. Elle impose des ordres qui détruisent souvent la vie des individus. Elle est d'ailleurs assez méchante ou irrespectueuse envers notre personnage lui-même. Ce qui pose encore une autre question. Une institution légaliste mais insensible est-elle plus morale qu'une communauté criminelle dotée d'éthique interne? Cette question encourage le spectateur à réfléchir sur la relativité morale, non seulement dans les jeux vidéo mais aussi dans le monde réel. Tout au long du jeu, le joueur est témoin et acteur des choix de Wei Shen. Autrement dit, dans ce jeu, on n'a pas des choix réels à faire. C'est notre personnage qui les fait pour nous. Mais en réalité, ce n'est pas si important que ça. Les missions violentes et les décisions stratégiques nous oblige à agir moralement malgré le système du jeu. Mais d'un autre côté, la mort de Jackie et la manipulation des triades confrontent le joueur à la responsabilité de ses actes. Chaque victoire a un coût et chaque choix moral ou immoral fait réfléchir sur la propre éthique de Wei Shen. Mais jouer à un jeu, c'est faire l'expérience du mal et du bien dans un espace sûr mais profondément révélateur. Sleeping Dogs devient alors une expérience philosophique où le joueur n'est pas spectateur mais partie intégrale de la tragédie et du dilemme moral, même si ce n'est pas lui qui décide. Au final, il vit cette expérience. Pour en finir, je dirais que Sleeping Dogs est bien plus qu'un jeu d'action. C'est une tragédie jouissive. On explore des thèmes universels comme la fragilité de l'identité, confrontée à des rôles extrêmes, la morale relative et contextuelle des institutions et des communautés, la responsabilité individuelle dans un système qui est corrompu, le prix des choix, visible à travers les pertes et les conséquences irréversibles. L'histoire de Wei Shen et l'expérience du joueur montrent que les jeux vidéo peuvent devenir un outil de réflexion philosophique profond, offrant une expérience narrative et émotionnelle unique. En fin de compte, Sleeping Dogs interroge chacun sur sa propre éthique et sa conception de l'identité. Jouer, c'est choisir et vivre les conséquences, même virtuellement, et parfois apprendre plus sur soi-même que dans le monde réel.